la technologie et le développement des savoirs à travers la technologie est orienté aujourd'hui essentiellement par le marché et vers le marché. Il faut d'ailleurs ne jamais oublier que jusqu'au XVIIIe siècle, ça n'était pas le cas. Le marché, c'est un concept très récent. Il y a un marché depuis très longtemps, mais ça n'était pas le marché qui prescrivait le développement jusqu'alors, c'était la théologie, c'était le pouvoir spirituel. Donc les missionnaires dont je parlais tout à l'heure n'étaient pas commandités par les marchands, que d'ailleurs ils méprisaient profondément, mais par des idées religieuses. Bon. Cette prescription de la socialisation du pharmacone, de la technique en général, par le marché est donc récente. En fait, pendant longtemps, elle a été limitée d'ailleurs par les États. J'ai beaucoup travaillé sur Bertrand Gide, moi, qui a bien montré que pratiquement jusqu'en 1960, en France en tout cas, l'État limitait la pression du marché sur la transformation sociale, et je crois que c'était vrai aussi aux États-Unis, puisque le welfare state, c'est aussi d'une certaine manière l'organisation d'un contrôle de l'État de l'effet de la transformation industrielle sur la société. Ceci a disparu au cours des années 70, enfin a commencé à disparaître au cours des années 70, avec la fin de ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Et cette fin des 30 Glorieuses, qui ne s'est pas terminée en 1970, mais plutôt en 2008 en réalité, enfin, ce n'est pas les 30 Glorieuses dont il faut parler, c'est plutôt le modèle consumériste. Je crois que c'est ce qui est en jeu dans votre question. Car ce dont vous parliez, la question que vous posiez de la vitesse de pénétration de la technologie dans la société, c'est ce qu'on appelle l'innovation. Et le grand théoricien de l'innovation, c'est Schumpeter, c'est l'économiste autrichien Joseph Schumpeter, qui a du capitalisme, d'ailleurs en essayant de montrer que Henry Ford avait renversé définitivement le point de vue de Marx à travers le développement d'un modèle nouveau qu'il appelait la destruction créatrice, donc qui est un modèle qui repose essentiellement sur une innovation constante où, à travers une articulation très étroite entre la science, la technologie et le marché, le capitalisme est capable de sans arrêt relancer la machine économique par des innovations qui perpétuellement reposent les problèmes à zéro, si je puis dire. Et ça évite de tomber dans ce que Marx appelait la baisse tendancielle du taux de profit. Ce que Schumpeter a très bien montré, dans plusieurs livres, dans de nombreux livres, a fonctionné idéalement pendant ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, que j'ai eu la chance de connaître, et qui était en effet une période de plein emploi, de développement de ce qu'on appelait le confort. Tout le monde pouvait accéder au confort, etc., etc. Mais ce modèle a été court en réalité, comme le dit l'expression, il n'a duré que 30 ans, enfin, son fonctionnement optimal, et surtout, il a rencontré une limite, surtout à partir des années 70, qui a été soulignée par le MIT, enfin par le rapport Meadows, des limites qui sont liées à des problèmes systémiques, et puis ensuite, il a rencontré des limites diverses et variées, qui selon moi passent en particulier par ce que j'ai appelé la crise de l'économie libidinale capitaliste. Je veux dire par là que quand le capitalisme consumériste américain utilise les médias de masse pour capter l'attention des individus et pour les amener à consommer plutôt qu'à faire autre chose, en les détournant par exemple d'activités, je ne sais pas, scolaires, religieuses, militantes, familiales, culturelles, pour finalement faire de la marchandise l'unique objet de leur désir, eh bien en fait ce qui produit cette économie libidinale, c'est une destruction du désir. Parce que le désir, ça n'est pas simplement de la pulsion, et de la pulsion d'achat, c'est l'élaboration des pulsions pour les transformer en investissement social. Et je crois que depuis une vingtaine d'années, le capitalisme est entré dans une très grave crise, qui est devenue surtout sensible depuis 2008, parce qu'elle a eu ses conséquences économiques à proprement parler directement visibles. Elle a produit une immense insolvabilité, qui fait que tout le système de Schumpeter, de la destruction créatrice, de l'innovation, qui transfère de plus en plus rapidement vers la société les choses, sans que la société ait le temps de faire ce que vous disiez, c'est-à-dire de s'approprier ces choses, et de finalement transformer le pharmacone toxique en un pharmacone thérapeutique, ce que vous avez appelé une médecine, et c'est exactement ce que je crois qu'il faut imaginer. Eh bien, je pense que cette époque-là, d'accélération du transfert de la technologie via le marketing, c'est fini.
Je pense que c'est fini. Ça ne veut pas dire que le marketing va disparaître et que l'industrie va disparaître. D'ailleurs, moi, je ne suis pas contre le marketing ni contre l'industrie, mais je crois que le modèle schumpeterien de ces socialisations est épuisé. Et la raison pour laquelle je pense que c'est absolument terminé tient à un point très important qui ne touche pas simplement ce que j'évoquais tout à l'heure, l'insolvabilité produite par le capitalisme néolibéral qui fait que les ouvriers ne sont plus suffisamment payés pour acheter, donc ils s'endettent et ça donne les subprimes et ça crée un effondrement du système du capitalisme lui-même, ou bien les processus que j'évoquais tout à l'heure de désinvestissement de la libido. Je dis cela parce que le marketing fait toutes sortes d'études, et je les lis ces études, qui montrent que les consommateurs sont dégoûtés par la consommation, mais ils consomment de plus en plus. Plus ils sont dégoûtés, plus ils consomment. Parce que c'est leur manière, en quelque sorte, de surcompenser leur dégoût. C'est un comportement de toxicomane, en réalité. C'est très connu en toxicomanie, ce type de comportement. Eh bien, je crois, moi, que maintenant, cette limite va buter sur une troisième limite qui est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus radicale, qui est le développement de l'automatisation généralisée. Il y a eu ce matin la mise en ligne sur un site français, si vous lisez le français, je vous recommande de le lire, qui s'appelle Internet Actu, qui est très très connu en France, c'est un des meilleurs sites d'analyse de l'actualité numérique, avec un article de Hubert Guillot, qui a sorti une vingtaine d'études américaines sur les effets de l'automatisation. Et qui reprend, alors avec des études très très précises, un discours que Bill Gates a tenu il y a un mois aux États-Unis où il a dit « dans 20 ans, il n'y a plus d'emploi », et un discours qui se tient en France depuis un an ou deux, à travers des gens comme Michel Vol ou d'autres, que j'ai invité moi-même au Centre Pompidou l'an passé, dans un colloque que j'ai fait sur l'automatisation, et qui montre, tous ces gens-là, que l'automatisation va exploser, et que tous les emplois qui existaient, d'ouvriers, de caissières, de conducteurs de camions, de toutes sortes de choses, c'est terminé, il n'y en a plus. Ça signifie que la solvabilité économique du système va s'écrouler. Parce que s'il n'y a plus de gens qui travaillent, il n'y a plus de pouvoir d'achat. S'il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus d'acheteurs. À partir de là, un problème se pose, qui est le problème du temps, puisque l'automatisation permet de gagner énormément de temps. C'est ce que déjà Frédéric Taylor avait permis avec Henry Ford de gagner énormément de temps, donc ça permet de faire des gains de productivité. En 1933, Roosevelt et Keynes avaient dit qu'il faut redistribuer ce temps. Une partie de ce temps gagné. Il faut le redistribuer sous forme de salaire pour créer du pouvoir d'achat. Sinon, le système ne marchera jamais. C'est comme ça qu'est s'est développé ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Eh bien, aujourd'hui, il faut redistribuer du temps, mais pas pour faire du pouvoir d'achat. Pour produire du temps de la thérapeutique qui va permettre de s'approprier ces pharmacas d'une manière véritablement thérapeutique. Et non pas d'une manière prescrite par le marché. C'est-à-dire qu'il faut créer de nouvelles communautés de savoir. Je veux dire par là, pour aller très vite, et je m'arrête parce que je parle trop longtemps, je veux dire par là que, en ce moment, en France, il y a une grande crise avec ceux qu'on appelle les intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle sont des gens qui ont un statut depuis plus de 30 ans qui leur permet, en tant qu'artistes, quand ils ne font pas une production, par exemple dans un théâtre comme celui-ci, où ils gagnent de l'argent, et parfois pas mal d'argent, ce statut leur permet, entre des spectacles, d'avoir des allocations de ressources qui vont leur permettre de développer leur savoir. Moi, je soutiens que c'est l'avenir, qu'il faut généraliser cela à toutes les activités demain, et qu'il faut créer des communautés savantes dans tous les domaines, en utilisant le numérique, non pas pour faire des réseaux sociaux comme Facebook, qui fait de l'hyperconsumérisme encore pire que la technologie audiovisuelle, mais pour créer je dirais une nouvelle république des lettres qui produisent de l'intelligence et de l'avenir pour la planète. Voilà.